Bienvenue tout le monde. Bonjour à cette première instance, je dirais, d'une série d'ateliers de grande qualité qui est organisée par le CRIRES en collaboration avec la Bibliothèque de l'Université Laval. Cette série d'ateliers porte sur la recherche documentaire et on remercie d'abord Mme Ève Richard qui coordonne au niveau de la bibliothèque les ateliers. Et comme vous pourrez le voir, c'est toujours d'une efficacité et d'une compétence extrême, je dirais. Et aussi la coordination de Audrey April, donc tout ça nous permet d'avoir ces ateliers-là. Maintenant, Audrey va vous indiquer, si vous êtes intéressé, à nous suivre parce qu'on a plusieurs activités au CRIRES. Alors, comment faire pour vous abonner à notre page LinkedIn, à notre page Facebook, à notre infolettre? Ça va nous faire plaisir de vous diffuser ce qu'on fait et de vous permettre d'y participer encore plus. Alors, je laisse la parole à Audrey. Merci, Audrey. Merci, Denis. Comme l'année dernière, là, on enregistre les Midi Métaux. À la suite du Midi Métaux, je vais vous envoyer tout le matériel qui a été présenté par Ève aujourd'hui. Puis, vous allez avoir accès aussi au lien puis au montage YouTube là, de la présentation d'aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez des questionnements pendant la rencontre, vous pouvez demander à Ève, puis par la suite, vous pouvez aussi revisionner autant de fois que vous voulez. Puis sinon, je pense que Ève est très disponible aussi pour répondre aux questions par courriel là, si jamais questions il y a. Donc voilà, pour ce qui est des réseaux sociaux, effectivement, je vais vous envoyer sur le chat, en fait, là, la démarche pour s'abonner à l'infolette, au Facebook puis au LinkedIn si c'est pas déjà fait. C'est ça. Je laisse la parole à Ève Richard pour ce premier Midi Métaux. Puis il y en a déjà plusieurs autres de prévus qui s'en vient bientôt, dont celui du 4 octobre qui va être aussi présenté par Ève sur la littérature grise. Donc voilà. Bon, merci. Bon, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ce qu'on va discuter dans la prochaine heure, à peu près et quart, je sais pas nécessairement, je suis pas nécessairement sûre exactement du temps. Je veux quand même vous prévenir que c'est à peu près environ 1 heure et quart à chaque fois qu'on la donne, surtout avec les questions que vous pouvez avoir. N'hésitez pas, Audrey l'a dit, à m'interrompre, mais si jamais il y a quelque chose qui est pas clair ou de poser votre question dans la conversation, Marie-Denise, ma collègue, elle est là pour répondre à vos questions rapidement dans le chat, si jamais vous êtes un peu gêné de ouvrir votre micro. Donc, je me présente. En fait, j'ai été déjà présentée, je vous remercie. Moi, je m'occupe des collections à la bibliothèque en sciences de l'éducation, mais spécifiquement dans ces domaines-là. Ma collègue Marie-Denise, c'est la même chose, elle est bibliothécaire avec moi pour les sciences de l'éducation, mais elle s'occupe spécifiquement des connexions qui sont rattachées à ces programmes. Si jamais vous avez des questions spécifiques, vous pouvez vous adresser à l'une ou à l'autre en fonction du programme dans lequel vous êtes ou en fonction du sujet de recherche qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ensemble? C'est vraiment une première introduction. L'idée, c'est de vous montrer les 4 étapes de la recherche documentaire de façon comme bien expliquée, puis que vous puissiez les refaire, ces étapes-là, par vous-même dans différents moteurs de recherche. Donc ça, ce sont les objectifs. Ce qu'on fait, c'est qu'on parle des 4 étapes de la recherche documentaire. Ensuite, il y a une démonstration sur Sophia, qui est vraiment quand même l'outil de la bibliothèque de l'Université Laval que vous devez connaître pour vous retrouver. Puis, il y a aussi une démonstration sur ERIC, qui est une base de données bibliographique. Quand on fait une recherche poussée, structurée, surtout dans le cadre d'une maîtrise ou d'un doctorat, ou peut-être même une recherche c'est ça, plus sérieuse. En fait, ça vaut la peine de chercher des bases de données. C'est pour ça qu'on vous les montre aujourd'hui. Voilà. Les 4 étapes qu'on va voir ensemble. Première étape, on va parler de l'énoncé court et concis de recherche, cerner, formuler son sujet. Ensuite, on va parler d'identifier les principaux concepts. Troisièmement, de dresser la liste des mots-clés. Puis, finalement, de construire sa stratégie de recherche avec différentes fonctionnalités.
Première étape, préparez votre recherche, donc votre sujet. La première chose qu'on vous invite à faire, c'est d'écrire votre sujet sous forme d'une phrase, sous forme d'une question. Pourquoi? Parce que déjà là, ça vous permet, lorsque vous l'exprimez sous forme d'une phrase, de mieux le saisir, de mieux le cerner. Puis, dans le Canva qu'on va vous partager aussi par la suite, on vous invite à vous poser les questions qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi, pour mieux cerner le sujet. Puis, le fait de passer à travers chacune de ces courtes questions-là, ça vous permet peut-être de vous dire, OK, oui, c'est ça qui m'intéresse, mais je suis pas sûre de tel autre aspect ou tel autre aspect. N'oubliez pas que nous, à la bibliothèque, on est les experts du système, de savoir comment chercher ce genre de choses-là, mais c'est vraiment vous qui êtes les experts du sujet. Si jamais vous ne saisissez pas bien ce que vous cherchez, c'est difficile pour nous de vous aider. Donc, d'où l'idée que très souvent, moi, je vais diriger les étudiants. Mettons, quelqu'un vient dans mon bureau avec un sujet comme ça, puis je lui dis, OK, mais pour toi, c'est quoi la réussite scolaire? Est-ce que, par exemple, c'est le taux de diplomation? Est-ce que c'est le fait que l'enfant s'épanouit, il fait des liens de confiance? Est-ce que c'est la motivation que l'enfant y a? Tous ces sous-aspects-là de chacun des concepts, c'est à vous de savoir ce que vous cherchez. Et si vous ne le savez pas, c'est correct, ne paniquez pas, c'est tout à fait normal aussi. Des fois, on commence avec un sujet qui peut évoluer à travers le temps, mais c'est vraiment à vous d'aller lire de la documentation plus de base qu'on dit dans les encyclopédies spécialisées, dans les manuels, pour bien saisir ce que vous voulez chercher. Les inclusions, les exclusions, c'est à ce moment-là aussi que vous devriez vous réfléchir à ça. Est-ce que dans quelle langue vous voulez repérer de l'information? Est-ce que vous allez inclure les rapports gouvernementaux ou pas? Les statistiques, ce genre de choses-là. Donc, identifiez tout de suite qu'est-ce que vous cherchez. Puis, les exclusions, par exemple, vous pourriez décider, mais vous pourriez ne pas décider de faire ça aussi. Ça serait d'exclure les articles qui ne sont pas révisés par les pairs. Parfois, il y a certains sujets que vous n'aurez pas le choix de les inclure aussi, par exemple des revues professionnelles. Ça dépend toujours de votre sujet, mais l'idée de réfléchir au type de document que vous cherchez, ça va vous permettre de savoir quelle base de données vous allez chercher. Il y en a des moteurs de recherche, OK? Beaucoup à la base. À la bibliothèque, on peut avoir peut-être 400 bases de données. Si vous cherchez un rapport gouvernemental, ça ne se cherche pas de la même façon. On va voir ça le 4 octobre ensemble. Ça ne se cherche pas de la même façon qu'un article scientifique ou un article de revue savante. Donc, l'idée de tout de suite déjà identifier, OK, moi, c'est ça que je cherche, c'est ça que je cherche. Ça nous permet aussi, si jamais vous nous rencontrez de façon individuelle, de mieux vous diriger puis de vous montrer les moteurs de recherche qui sont pertinents. Ça, c'était la première étape. Cerner son sujet, y réfléchir, identifier ce qu'on cherche. Ensuite, à l'intérieur de votre sujet, vous devriez identifier les principaux concepts. Les moteurs de recherche que je vais vous montrer aujourd'hui, Sophia et Eric, c'est deux exemples. Je comprends qu'il y a les Google de ce monde, il y a les moteurs de recherche avec l'intelligence artificielle comme Elicit, il y a plein d'autres moteurs de recherche qui vous encouragent à chercher une phrase, une question. Là, aujourd'hui, dans les moteurs de recherche qu'on vous montre et dans la recherche comme plus structurée et contrôlée, vous ne cherchez pas une phrase dans Sophia. OK? Vous cherchez vraiment des concepts. Donc, c'est important à partir de votre énoncé d'identifier les concepts. On vous encourage fortement à éliminer les mots vides, le, la, les, du, des, ce genre de choses-là en français, mais même aussi les termes relationnels, les effets, les causes, conséquences, avantages, désavantages, ce ne sont pas des mots conceptuels dans votre énoncé de recherche. Ce sont vraiment comme des mots relationnels. Donc, si on y va concrètement, comment l'enseignement à distance peut contribuer à la réussite scolaire des élèves du secondaire? Bien, j'ai trois concepts. L'enseignement à distance, puis soit dit en passant, un concept peut être exprimé avec plusieurs mots. J'ai l'enseignement à distance, c'est mon concept. Mais je n'ai pas marqué L' enseignement à distance. Là. Ensuite, le deuxième concept, c'est la réussite scolaire. Le troisième, ce sont les élèves du secondaire. Avez-vous remarqué que le mot « contribuer » dans mon sujet, j'aurais pu changer ma phrase pour dire quelles sont les contributions de l'enseignement à distance pour la réussite scolaire des élèves au secondaire aujourd'hui. Contribution, c'est un mot relationnel, ce n'est pas un mot conceptuel. Vous pourriez éventuellement l'intégrer. Ça m'arrive, là, il y a certains gens, oui, mais c'est vraiment ça que je cherche. OK, mais rajoute-le. Mais au départ, dites-vous que le système va quand même, le moteur de recherche va vous trouver de l'information, mettons des articles sur qui parle d'enseignement à distance, de réussite scolaire et d'élèves du secondaire. Fait que normalement que l'auteur a utilisé le mot contribution, avantage, désavantage, c'est pas grave. Au contraire, vous tirez peut-être un peu plus dans le pied à utiliser des mots qui sont trop génériques dans vos concepts, dans vos stratégies de recherche. D'où l'idée qu'on va à l'essentiel, on identifie les concepts.
Une fois qu'on a identifié les concepts, c'est pas parce que moi j'utilise, par exemple, l'expression enseignement à distance que les autres auteurs vont utiliser la même expression. C'est la même chose pour réussite scolaire, c'est la même chose pour élèves du secondaire. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher d'autres mots-clés qui représentent vos concepts. Et même à ce moment-là, vous pouvez aussi inclure les sous-concepts, donc certains aspects de chacun de vos concepts. Mais si on y va de façon plus simple, pour que vous compreniez juste les étapes, l'idée, c'est qu'on est rendu à adresser la liste des mots-clés. Nous, on vous encourage, mais c'est un des outils, OK, d'utiliser le RVM. Le RVM, c'est quoi? C'est le thésaurus de la bibliothèque de l'Université Laval. C'est notre liste maison de termes avec lesquels on classifie la documentation qu'on acquiert. Pour avoir accès au RVM à partir du site web de la bibliothèque, bibl.ulaval.ca, vous avez tout simplement à aller dans Recherche avancée, par exemple, puis sous le bouton Ressources. Le bouton Ressources, vous l'auriez aussi à travers... Si vous faites une recherche simple dans Sophia, puis vous arrivez à la page des résultats, vous allez avoir le bouton Ressources qui va apparaître. Vous avez RVM Sujet qui apparaît. C'est ce que je clique. Ici, on me dit bien que le RVM, c'est le répertoire des vedettes matières. Bon, à part les couleurs qui sont un petit peu particulières, je vous fais remarquer que vous êtes vraiment dans le RVM sujet. Vous avez une case de recherche avec une loupe. Donc, chacun de vos concepts, vous devriez les chercher. On vous encourage à les chercher dans le RVM. Par exemple, si moi, je cherche enseignement à distance, puis je clique sur la petite loupe. Enseignement à distance, le système me dit RVM sujet. Il me fait plusieurs propositions, les bibliothèques et l'enseignement à distance, le droit d'auteur et l'enseignement. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est vraiment le concept seul d'enseignement à distance. C'est la 3e ligne. Je clique sur la 3e ligne. Et ensuite, j'arrive à une fiche qui, en fait, une fiche pour le terme, pour le concept. Voyez le thésaurus un peu comme un dictionnaire, mais quand vous cherchez en fait les expressions, mais sauf que le thésaurus ne vous donnera pas de définition. Il va vous donner des liens sémantiques avec d'autres concepts, avec d'autres expressions. Donc ici, on vous dit enseignement à distance. EQ, c'est pour équivalent. Vous allez avoir les équivalents dans d'autres thésaurus parfois, mais vous allez souvent avoir une traduction. Donc, l'idée, tout de suite, le système me dit, nous, on connaît, les auteurs utilisent beaucoup Distance Education, puis dans tel thésaurus qui est en anglais, on utilise Distance Education. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le prends, je le copie et je le mets dans un document à part. Vous allez voir, je vais vous le montrer tout à l'heure, parce que là, je ne veux pas aller, vous donner mal au cœur en changeant d'écran tout le temps, là. Mais l'idée, c'est que vous partez d'un sujet, vous identifiez les concepts, puis ensuite, vous étoffez votre vocabulaire. Votre vocabulaire, vous pouvez l'étoffer à partir du RVM, c'est ce qu'on fait ensemble. Donc, quand vous trouvez des traductions, vous les inscrivez dans ce document-là. Donc, parce que vous ne chercherez pas juste un moteur de recherche dans le cadre d'une recherche documentaire, souvent, vous allez en chercher plein. Puis, vous n'allez pas garder toutes les expressions en tête, d'où l'idée d'avoir un document à part. Ça peut être écrit, moi, je vais vous donner un Canva qui est en ligne sur Word. Je vous le dis personnellement, moi, j'utilise beaucoup plus Excel. Je suis plus à l'aise avec ça. Ça n'a aucune importance. Vous pouvez faire quelque chose de maison. Mais l'idée, c'est que vous prenez chaque concept et vous identifiez toutes les expressions en français, en anglais qui correspondent à votre concept. Donc, le RVM nous en donne une traduction Distance Education. Je vais le mettre dans mon document. Ensuite, les EP, c'est pour les employés pour. Qu'est-ce que le thésaurus me dit? Il me dit, pour le concept d'enseignement à distance, moi, je vois toutes ces expressions-là. Téléapprentissage, apprentissage à distance, téléformation, formation distancielle. Vous pouvez prendre parmi ces expressions-là des expressions que vous allez chercher par la suite. Vous pouvez porter un jugement par rapport à ces expressions-là. Moi, ce que je trouve assez évident, c'est qu'il y en a qui sont comme plus vieilles. On s'entend, la téléformation, le téléapprentissage, c'est peut-être quelque chose qu'on utilisait il y a un certain moment. Peut-être qu'on parle moins du mot télé maintenant. Donc, c'est vraiment à vous. Vous pouvez faire le choix. Vous n'êtes pas obligé de tous les prendre. Puis, pour avoir eu déjà la question dans cette formation-là, vous pouvez même vous permettre de dire, moi, personnellement, formation distancielle, je ne l'ai jamais entendu comme expression, mais peut-être que ça existe vraiment. Je vais le prendre, je vais aller dans Sophia, puis je vais chercher les formations distancielles. Ça me sort-tu de la documentation? Ah oui, ça m'en sort, mais des années 70, je vais laisser de côté. C'est tout ça, vous pouvez porter un jugement. L'idée, c'est que le RVM vous en propose. OK? Donc, les employés pour, ce sont des termes équivalents.
Les TG, ce sont des termes génériques. Les TG, TS, c'est l'un et le contraire de l'autre. Donc, éducation, c'est-à-dire que enseignement à distance se retrouve sous la grande catégorie d'éducation. Et sous enseignement à distance, j'ai des termes plus spécifiques comme apprentissage mobile, cours par correspondance, téléphone en éducation, télévision en éducation, université ouverte. C'est la même chose encore. Les TS, vous devriez quand même les parcourir puis vous dire est-ce que c'est intéressant ou pas de les intégrer dans ma stratégie de recherche. Les TA, ce sont les termes associés. Ce sont des termes qui sont dans le thésaurus aussi, mais qui ne sont pas au-dessus ou en dessous. Ils sont l'équivalent. Marie-Denise a une main de levée. Ah, t'es un petit peu, Charles, t'es sur mute. Classique, hein? Ben, si vous ne vous rappelez pas justement le TG, qu'est-ce que ça veut dire, etc., est-ce que tu peux cliquer sur public, Ève? Juste Public? ici. Oui, remonte en haut. Ici, format public. Ah, format public. Ah, d'accord. OK. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu as tout à fait raison. Il y a un format thésaurus que nous, on connaît bien parce qu'on est familier avec. Mais si jamais ça peut vous aider d'aller dans le format public, vous n'avez pas juste des initiales. On vous dit vraiment des termes spécifiques, termes équivalents, des termes rejetés. Donc, des termes rejetés, on comprend que c'est l'équivalent du terme, mais que dans le thésaurus, ce n'est pas celui-là qui a été choisi. OK? Les termes associés. Donc, voilà, ça, c'était pour le thésaurus, pour vous aider à étoffer votre vocabulaire. Vous pouvez faire la même chose pour chacun de vos réussites scolaires, pour chacun de vos termes. Par exemple, réussite scolaire ici, on vous dit à la 3e ligne, réussite scolaire, employé succès scolaire. Donc, si je clique sur cette ligne-là, le système, ce qui est bien, c'est qu'il me renvoie. Il dit, toi, tu as utilisé succès scolaire, réussite scolaire, mais nous, on préfère succès scolaire. Et c'est la même chose. Vous avez des équivalents, des employés pour, des termes génériques, des termes spécifiques. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais des fois, les termes génériques peuvent vous aider à aller comme un niveau au-dessus. Tu sais, ça arrive tellement souvent qu'on a des étudiants qui disent « je trouve rien, je trouve rien ». OK, mettons, tu n'as rien trouvé sur le succès scolaire tout court. Tu as essayé juste avec le succès. Bon, parfois, ça va vous amener du bruit d'aller un niveau au-dessus. C'est vrai. Mais ça peut être une autre façon pour vous de trouver de la documentation qui est un petit peu plus générique, mais qui va quand même avoir un rapport avec ce que vous cherchez. Donc, les termes génériques, les termes spécifiques, absolument à évaluer et à intégrer dans votre plan de concept. Ça, c'était pour le RVM. RVM. Donc, je continue. Ça sera pour en fait, le PowerPoint va vous être partagé si jamais il y a des, tout est fait. Moi, je ne lis pas le PowerPoint au complet. Il est vraiment fait pour être autoportant par la suite si jamais vous voulez relire des trucs. Le plan de concept, là, vous pouvez le faire à l'aide du RVM, certainement, mais il y a plein d'autres thésaurus que vous pouvez utiliser. Je vais vous montrer celui d'Éric tout à l'heure. Mais vous pourriez utiliser des dictionnaires en ligne. Moi, j'aime beaucoup le Termium Plus. Il ne trouve pas toutes les expressions, mais au niveau de la traduction, j'aime bien. Vous pouvez utiliser de la documentation que vous avez déjà aussi. Vous discutez avec votre directeur ou directrice, celui-ci ou celle-ci vous dit « Ah ben, lis tel article. » Vous utilisez des mots de vocabulaire quand vous en parlez de votre sujet, mais vous vous rendez compte que dans la littérature que vous trouvez, ah non, les auteurs utilisent d'autres expressions. C'est là que le plan de concept, il s'étoffe au fur et à mesure. Ne vous découragez pas et c'est important que je vous dise que le plan de concept, il est évolutif. Hein? C'est normal, au début, vous allez trouver des expressions, vous dites « Ah oui, ça, c'est vraiment ça », mais peut-être que dans le fond, ce sont des expressions qui ne sont pas utilisées parmi les auteurs beaucoup. Vous allez plutôt utiliser d'autres choses. Je cherchais sur l'indécision vocationnelle cet été pour un chercheur. Finalement, on a trouvé maturité vocationnelle. Ah, mais ça, on l'a vraiment trouvé au fur et à mesure qu'on trouvait des résultats dans les moteurs de recherche. On a ramené maturité vocationnelle aussi sous le concept d'indécision par la suite. Donc, vous pouvez utiliser différents moteurs de recherche. Ce n'est pas limité uniquement au RVM. C'est normal que votre plan de concept soit évolutif. Toujours dans la préparation de votre recherche, il y a deux fonctionnalités qui valent la peine de connaître d'emblée. C'est la troncature et les guillemets. La troncature, elle permet, placée à la fin d'un terme, de repérer toutes les terminaisons possibles de ce terme. Imaginez, mettons, j'ai envie de chercher, je ne sais pas moi, un concept dans un contexte éducatif. Que ce soit le mot éduquer, éducateur, éducatrice, alouette, mais ça me permet avec la troncature de marquer
et EDUCAT avec l'étoile. Puis, le système, ça veut dire que je lui dis, trouve-moi tous les résultats qui ont dans leur description, soit dans le titre, soit dans le résumé ou dans le reste de la notice, le mot EDUCAT ou plus. Donc, ça me permet de repérer educate, education en anglais, educated, educator, educators, alouette. Des fois, ça peut vous amener du bruit. L'exemple classique, c'est je veux avoir, mettons, tout en français, toutes les variations du mot lait, laitier, laitière, je mets LAIT avec l'étoile. Ça va aussi me repérer de la documentation qui parle de la laitue. Et la laitue, c'est pas conceptuel avec le lait, là. Donc, vous comprenez que des fois, soyez attentifs aussi. Si vous les utilisez, regardez les résultats. Si vous dites, eh boy, pourquoi est-ce qu'il me sort ça? Donnez-vous la peine. Je vais vous montrer dans Sophia, par exemple, comment repérer les mots que vous avez demandé. Donnez-vous la peine de vous dire, OK, pourquoi est-ce qu'il me l'a sorti? Des fois, on n'est pas toujours capable de le savoir, puis des fois, on va se dire, ah, il va me repérer ce mot-là, puis j'y avais pas pensé avec ma troncature. À ce moment-là, je vais rajuster ma stratégie de recherche. Donc, la troncature, ça permet d'éviter de marquer educate ou education ou educated. Tu sais, ça permet de sauver un peu de temps, mais parfois, ça peut amener du bruit, donc faites attention. Les guillemets permettent de chercher une expression. Si, par exemple, je cherche éducation à distance, mais je ne cherche pas éducation au début du titre, puis à distance complètement plus loin dans la fin du résumé. Le concept s'exprime comme éducation à distance. C'est là que les guillemets sont vraiment importants. Donc ici, high school student, vous pouvez même, dans certains cas, combiner les étoiles avec les guillemets. Donc, ça permet d'aller chercher les mots un à côté de l'autre. Dernière étape de façon théorique. Donc, j'ai mon sujet, j'identifie mes concepts, j'ai étoffé mon vocabulaire. Là, à la fin, à l'après, je construis ma stratégie de recherche. Tous les moteurs de recherche ou presque fonctionnent avec ces opérateurs booléens ici, le « et », le « ou » ou le « sauf ». D'accord? Et c'est une opération mathématique que le système fait. Ce n'est pas le système qui pense pour vous. Là, on parle toujours des moteurs de recherche que je vais vous montrer aujourd'hui. Le « et » vient vraiment faire le croisement entre, par exemple, moi, je veux dire au système, trouve-moi la documentation qui parle d'éducation à distance et de succès scolaire. Pas un ou l'autre. Donc, c'est vraiment au croisement. Ensuite, le « ou », c'est à l'intérieur d'un même concept. Que l'auteur utilise réussite scolaire ou succès scolaire, ça m'intéresse. C'est pour ça que j'utilise l'opérateur booléen « ou ». Et le « sauf », normalement, on ne vous encourage pas d'emblée quand vous testez vos stratégies de recherche parce que Dieu sait que vous n'en ferez pas seulement une stratégie de recherche dans le cadre de vos recherches. Peut-être pas tout de suite avec le « sauf » ou le « not », à part si vous avez vraiment une expression, un mot, une expression que vous devez absolument mettre dans votre stratégie de recherche et qui a un double sens. Je vous donne un exemple classique. Moi, je veux avoir la souris en informatique, mais je ne veux pas l'animal souris. Je peux vraiment chercher souris, note, animal. D'accord? Mais à part vraiment dans quelque chose comme ça, regardez l'exemple ici, là. Si je veux avoir tout ce qui est succès scolaire, mais pas ce qui parle d'échec scolaire, bien, il va y avoir des documents qui vont parler des deux phénomènes. Quand j'utilise le note d'emblée, mais j'ai un potentiel d'exclure de la documentation qui peut être pertinente pour mon sujet. Les opérateurs booléens doivent être toujours en lettres majuscules. Pourquoi? Je reviens à l'idée du départ, parce que vous voulez dire au système, je veux que tu fasses l'opération. Il y a certains systèmes, il y a certains moteurs de recherche, surtout dans les bases de données bibliographiques. Si vous mettez des mots de transition en anglais comme and, or, not, puis vous ne les mettez pas en lettres majuscules, il va les ignorer. Lui, il se dit, la personne est en train de me mettre une phrase, puis il n'est pas supposé chercher en phrase. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, il vous les cherche vraiment. Tu sais, des fois, ils peuvent vraiment faire des trucs qui sont comme automatisés derrière, puis que vous ne savez pas. Donc, toujours prendre l'habitude de les inscrire en lettres majuscules. C'est la même chose dans Google Scholar si jamais vous cherchez Google Scholar aussi. Je suis rendue à vous faire une démonstration sur Sophia. Pourquoi est-ce qu'on se donne la peine dans une formation de base sur la recherche documentaire de vous montrer au moins Sophia? C'est parce que Sophia, c'est notre catalogue. Si vous cherchez dans les collections de la Bibliothèque de l'Université Laval, vous devez chercher dans Sophia. D'accord? C'est notre outil de recherche à la bibliothèque. Ça vous permet de vous assurer qu'on en a une copie quand vous trouvez le résultat dans... excusez, j'ai comme eu un petit « hey, ça ne marche pas cette affaire-là ». Voilà. Donc, ça, c'était pour le RVM. À partir du site web, une recherche dans Sophia. Donc, à partir du site web de la bibliothèque, vous avez un encadré qui s'appelle Sophia. Je n'ai pas pris de pause. Est-ce que vous voulez
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Gênez-vous pas. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, probablement qu'il y a quelqu'un d'autre aussi qui se pose la question. Non? OK. Gênez-vous pas à m'interrompre si jamais c'est le cas. Donc, Sophia, qui est l'encadrée, au plein milieu de la page quand vous allez sur le site web de la bibliothèque. Disons que moi, j'ai envie de trouver de la documentation sur la réussite scolaire. J'ai rencontré ma super bibliothécaire, puis avec mon sujet, et j'ai bien dit super. Et quand elle m'a dit « Ouais, mais c'est quoi la réussite scolaire pour toi? » J'étais comme pas super sûre. Fait que j'ai décidé de suivre son conseil et d'aller chercher des livres qui parlent de réussite scolaire à la bibliothèque. Donc, ce que je fais, dans Sophia, dans la case de recherche, je marque réussite scolaire entre guillemets. Vous vous souvenez à quoi ça sert? C'est pour pas qu'il me trouve réussite à quelque part dans la puis scolaire tout au bas. Donc, je veux vraiment que ça me parle de réussite scolaire. J'ai 3400 résultats. Est-ce que je vais regarder 3400 résultats? Non, ça, c'est sûr que non. J'utilise très souvent les filtres. Je vous en montre deux que moi, j'affectionne particulièrement. Le filtre de format, je le trouve assez essentiel parce que je reviens à ce que je vous disais tout au début de la formation. Différents types de documents vont vous donner différents types d'informations. Si moi, je cherche, c'est quoi les sous-concepts de réussite scolaire, puis qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par réussite scolaire, je ne vais pas aller chercher un article scientifique. Je vais plus aller chercher dans les livres et manuels. Donc, si sous format, puis disons que je suis à la maison, bon, je vais me déplacer plus tard, mais pour le moment, j'aimerais ça avoir accès à quelque chose qui est en ligne. Je vais aller limiter par le format livre numérique. Clic. En le sélectionnant, c'est un filtre qui vient apparaître en haut. Puis, vous voyez, de 3400, je suis passée à 343. Pas mal plus raisonnable. Et disons que là, je n'ai pas nécessairement envie d'entendre parler de quelque chose qui se passait dans les années 80. J'ai envie de quelque chose de relativement récent, si ça existe. Puis, je ne le sais pas, là. Je le découvre au fur et à mesure. Je vais aller dans le filtre année de publication. Donc, les 5 dernières années, ça me parle, je me dis que ça peut quand même être raisonnable. Donc, de 343, je tombe à 45. C'est beaucoup plus raisonnable. OK? Une fois que j'en ai 45 ou que j'ai un nombre raisonnable, ce que je fais, c'est que je regarde les résultats. Dans Sophia, dans le catalogue, le système va toujours vous dire qu'est-ce que vous avez comme résultat. On vous donne le titre, les auteurs, on vous dit qu'est-ce que c'est. C'est un livre numérique qui a été publié en 2020. Lorsqu'il y a un format numérique, vous avez toujours un bouton rouge. Que ce soit un article, une thèse, peu importe, le bouton rouge, vous cliquez dessus et ça va vous mener à la version numérique. Comme membre de l'Université Laval, c'est-à-dire comme employé ou comme étudiant, vous avez accès à toute la bibliothèque numérique, peu importe où est-ce que vous vous retrouvez dans le monde. La seule chose que ça va vous demander, c'est quand vous cliquez sur le bouton rouge, ça va vous demander de vous authentifier avec votre NIP et votre IDUL et votre NIP. Et une fois que vous êtes authentifié, vous y avez accès. Donc, ça, c'était pour le catalogue Sophia. Je veux vous montrer à construire une recherche avancée avec les and, avec les et et les ou à la bibliothèque. Donc, ce que je vais faire, c'est que, puis ça, c'est quelque chose que je ne vous ai pas dit, mais je vous le dis tout de suite, en fait, à la bibliothèque de l'Université Laval, on essaie d'acheter le plus possible de documentation en français. Mais on va se le dire, il y a quand même beaucoup de choses qui se publient en anglais. Donc, je vous conseille toujours de chercher en français en premier pour trouver, puis ensuite en anglais. Vous pourriez décider de blender les deux, chercher vos termes en anglais et en français. Moi, personnellement, je ne le fais pas parce que je trouve que ça m'amène beaucoup de bruit, j'ai beaucoup de résultats. J'aime mieux le faire un après l'autre, puis vraiment regarder mes résultats de façon structurée. Donc, je vais vous donner un exemple en anglais. À partir de la recherche avancée de Sophia, vous avez 3 lignes. Les 3 lignes, c'est pour vos 3 concepts. Si vous aviez 2 concepts, vous avez juste à remplir les 2 premières lignes. Si vous en avez plus que ça, vous pouvez même ajouter une rangée. Ce que je vais faire, c'est que je vais définir mon premier concept. Donc, ce que je fais, c'est que je vais chercher Distance Education ou Online Learning. Là, Sophia, c'est pas ça de façon automatique. Il ne lit pas dans mes pensées. C'est parce que j'ai pratiqué ça plusieurs fois depuis les dernières années et les mêmes. Donc, je marque à la main. Je peux le taper aussi, là. Ouvrez les guillemets, Distance Education, fermez les guillemets, ou, en lettres majuscules, ouvrez les guillemets, Online Learning, fermez les guillemets. Ensuite, je vais aller chercher mon deuxième concept. Mon deuxième concept, je ne le mets pas dans la même case, je le mets dans la deuxième case. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le concept de réussite scolaire. En anglais, dans le RVM, on me traduisait ça avec Academic Achievement. Puis, dans la littérature, je voyais aussi les drop-out, donc les gens qui sont en échec scolaire. J'ai décidé de l'intégrer dans ma stratégie de recherche. Donc, un ou l'autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais quand même changer l'index de recherche pour mots-clés au début. D'accord? Donc,
les mots, je les veux en mots-clés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va chercher tous les champs de la notice. La notice, c'est quoi? C'est la description du document. Le titre, les auteurs, le résumé, les sujets, alouettes. Donc, puis mon dernier concept, toujours en mots-clés, je vais aller chercher high school ou high school parce que je l'ai déjà vu en un mot. C'est plus rare, mais je l'ai déjà vu dans la littérature. Je vais l'intégrer dans ma stratégie de recherche. Vous comprendrez que l'opérateur « et », il est entre les concepts. Okay? Ici, dans la recherche avancée, ça me permet d'aller chercher directement, il est là. Mais le « ou », à l'intérieur du même concept, je le tape dans ma case de recherche. Une fois que j'ai ma stratégie qui est écrite, j'ai tout simplement cliqué sur « Chercher ». Et là, Sophia est en train de charger les résultats. J'ai 81 résultats. Je pourrais utiliser les filtres à ma gauche aussi. Je ne vais pas le faire pour de ce côté-là, mais je peux voir quand même en format. Ah, mais parmi les résultats, j'ai 4 livres, j'ai 2 vidéos, puis le reste, c'est pas mal des articles et des chapitres de livres. En cherchant en anglais, la plupart du temps, vous allez avoir des résultats en anglais. Ça peut arriver que vous ayez des résultats en français quand vous cherchez dans l'une ou l'autre des langues, là, parce que il y a certains champs qui sont en fait, pas qui sont bilingues. Entre autres, le champ sujet est bilingue, là. Des fois, vous allez avoir des sujets en français et des sujets en anglais qui sont attribués au même document. Fait que ne vous surprenez pas si jamais ça vous arrive. Ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que lorsque vous cherchez les mots, Sophia va vous les mettre en jaune, les mots que vous lui avez demandé. Donc, si jamais vous dites « Ah, mais pourquoi est-ce qu'il me donne ça comme résultat? » Bien, vous pouvez aller voir, par exemple, ouvrir le résumé au complet. Academic Achievement se retrouve ici, High School se retrouve ici, puis Education à distance, je ne le vois pas, mais il est dans les sujets. Donc, si vous voulez voir la notice complète, vous cliquez sur le titre pour voir. Ça, c'est tous les champs que vous cherchez en mots-clés. Puis regardez ici dans les sujets, j'ai des sujets qui sont en français, dont l'enseignement à distance, mais j'ai aussi des sujets qui sont en anglais, Distance Education. C'est pour ça qu'il me l'a repéré dans mes résultats, ce résultat-là spécifiquement. Vous pouvez enregistrer les résultats de façon temporaire avec le petit panier ici. Chaque résultat, vous avez tout simplement cliqué sur l'étoile et à la toute fin, vous allez retourner dans votre panier en haut à droite. Il est temporaire, ce panier-là, je le répète, là. Donc, l'idée, c'est que vous parcourez vos résultats de recherche. Ceux que vous trouvez intéressants, vous les mettez dans votre panier. Je vais en cliquer quelques-uns pour vous montrer comment ça fonctionne. Et à la toute fin, avant de tout fermer pour ne rien perdre, vous devriez regarder à nouveau votre liste, envoyer par courriel ou l'exporter dans un logiciel de gestion de référence. Je vais en toucher un mot à la toute fin de la formation. D'accord? Donc, si je clique sur Citer, vous pouvez exporter vers EndNote ou exporter vers RIS pour Zotero Mendeley. Est-ce que ça vous va pour Sophia? Est-ce que c'est clair pour vous ce que vous devez faire? Puis comment construire votre stratégie de recherche? OK. Donc, l'idée, vous commencez avec les mots que vous connaissez. À partir de votre plan de concept, vous pouvez construire des stratégies de recherche qui sont un peu plus complexes dans Sophia. N'oubliez pas que vous ne ferez jamais seulement une stratégie de recherche pour chaque moteur de recherche, surtout au départ, surtout dans des systèmes comme Sophia. L'idée, c'est de découvrir au début le plus possible. Et je vous encourage fortement à noter les stratégies de recherche que vous faites, que ce soit Sophia ou n'importe quel moteur de recherche. Notez le nombre de résultats. Notez combien vous en avez parcouru. Si j'ai 80 résultats, j'ai juste regardé les 20 premiers, je note que j'en ai parcouru 20, puis notez combien vous en avez retenu. Il y en a peut-être 5 sur 20 qui étaient pertinents. Pourquoi? Je ne sais pas combien d'entre vous. Pouvez-vous lever la main là, de façon virtuelle? Combien d'entre vous sont à la maîtrise ou au doctorat? OK, Claudia, je vois le doigt. Sinon, peut-être pas. C'est peut-être pas une réalité. OK, Olivier. D'accord, c'est peut-être pas nécessairement votre réalité. Si jamais vous êtes à la maîtrise ou au doctorat, gardez des traces de tout ce que vous faites. OK? Parce que quand vous allez être rendu à la fin à mettre à jour, à rédiger puis à mettre à jour votre revue de littérature que vous avez faite il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez recommencer à zéro si vous n'avez pas gardé de traces. Donc, c'est comme un peu un extra par rapport à la formation, là. Je continue avec vous. Je continue je suis rendue à vous faire une démonstration sur Eric. Oui, Salamata, est-ce que tu avais une question? Oui, c'est une petite question. Alors, par rapport au filtre, est-ce que dans la recherche, tu as mis sauf
ou bien après avoir mis les mots-clés, quand tu as eu tous les résultats, tu as mis directement filtre? Oui, moi, je cherche les mots. OK, je fais ma Oui. stratégie de recherche. Après ça, à partir de mes résultats, je vais dans filtre. Tu sais, honnêtement, Salamata, j'ai fait une démo hier, là, j'avais 8 résultats. J'ai cherché quelque chose, j'ai eu 8 résultats. Je n'utilise pas les filtres, là. Je vais les regarder, les 8, on s'entend. Donc, tu sais, OK. les filtres, ça peut être utile. Comme tout à l'heure, j'avais 3400 résultats. Je sais que j'en regarderai pas 3400. Puis là, j'ai plein de trucs peut-être qui m'intéressent pas. Fait que j'aime mieux filtrer pour essayer de voir ce que je peux trouver. Mais tu sais, ça dépend toujours de la réalité, puis du nombre de résultats, puis de ton sujet, puis de ce que tu as besoin. Ça te va-tu? D'accord. Oui, parce que moi, par exemple, si je trouve 10 000 résultats, quand je mets la période de 10 ans, donc je me suffis à ça, mais je ne mets pas de filtre. Donc, je OK. pensais que, parce qu'en fait, la logique, c'est que quand tu mets filtre, ça veut dire que ça te donne que les articles qui t'intéressent. Mais Ah maintenant, je ne ben, sais pas si c'est automatique ou bien dans la recherche, il faut mettre sauf pour éliminer certains articles. euh, non, il faut faire attention là. Tu sais, comme quand on cherche avec des mots-clés, le système va vraiment donner les résultats qui vont avec les mots-clés. Par Oui. rapport au filtre, ben oui, tu sais, il va donner uniquement les articles qui correspondent au filtre que tu as appliqué. Si c'est les 5 dernières années, ben, il faut que ça soit publié dans les 5 dernières années. Par défaut, les résultats sont présentés par ordre de pertinence, mais on s'entend que c'est un algorithme mathématique derrière ça, là, hein? C'est pas quelqu'un qui se Ouais. dit, ah ben oui, pour Salamata, c'est celui-là qui va vraiment l'intéresser. Fait que, tu sais, c'est Ouais. bien de se fier aux documents les plus pertinents au départ. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je vais les regarder. Je vais regarder systématiquement la première page. Si c'est Ouais. vraiment intéressant, puis là, on parle pas juste de Sophia, là. On peut parler d'autres systèmes comme Google Scholar ou même des bases de données. Si dans la première page, j'ai rien qui est pertinent, ben là, je recommence, là. Soit j'utilise pas les bons mots-clés, j'ai pas utilisé les bons mots filtres, mais la plupart du temps, c'est le vocabulaire qui va me manquer. OK, c'est bon. Oui, Super, merci. merci pour ta question. Pierre, est-ce que tu avais une question aussi? Ou c'était une vieille main peut-être pour dire que tu étais à la maîtrise ou au doctorat? OK, Oui, je répondais à cette question. OK, parfait. Super, merci. Donc, on serait rendu à faire une petite démo sur Eric. Donc, je continue un peu avec le principe du plan de concept aussi. Je vais vous montrer je vais vous montrer. Parce que là, à cette étape-ci, attendez-moi un instant, je vais vous montrer un exemple de plan de concept. Et là, je vais vous montrer, puis je ne sais pas, quand je clique dessus, il est comme derrière. Ouais, ici. Je vais vous montrer. Ça, c'est ce qu'on va vous partager là. On va vous partager un canevas qui est vide, mais on vous partage aussi un canevas avec l'exemple rempli. Donc, la première section, c'était la première étape. L'énoncé de recherche, les questions, qu'est-ce que je vais chercher, qu'est-ce que j'inclus, qu'est-ce que j'exclus. Ensuite, dans la section du bas, vous avez le plan de concept en tant que tel, les différents concepts. Donc, enseignement à distance, j'ai un tableau pour ça. Réussite scolaire, j'ai un tableau pour ça. Élèves du secondaire, j'ai un tableau pour ça aussi. Vous voyez que dans le Canva qu'on vous propose, vous avez une première colonne en français, donc vos mots-clés en français, ceux que vous trouvez dans le RVM, ceux que vous trouvez dans la littérature ou ailleurs aussi. Vous avez aussi une autre colonne de mots-clés en anglais. Donc, c'est la même chose. Les traductions qu'on a trouvées dans le RVM, on les a mis ici. Donc, au départ, j'aurais marqué Distance Education, Distance Learning, Online Learning. Avec les fonctionnalités que je vous ai montrées tout à l'heure, vous allez voir que normalement, on devrait les mettre parce que vous savez que dans un moteur de recherche, on devrait les chercher en expression avec la troncature si c'est approprié. C'est pas obligatoire, hein, la troncature. C'est vraiment si c'est approprié. Distance Learning, Distance Learners, ça m'intéresse. Bon, mais je fais la troncature, c'est tout. Et je vous le dis, là, c'est pas magique tout ça, là. Moi et Marie-Denise, quand on construit des stratégies de recherche, on va les tester aussi parce que j'ai eu cette question-là. Je réécoutais la formation de l'année passée, puis les gens disaient, il y avait quelqu'un qui avait posé la question, puis c'était super pertinent. Elle disait, oui, mais comment vous faites pour savoir? Ben, on le sait pas. On les teste. Des fois, je me dis, je vais-tu m'amener du bruit en la tronquant ou pas? Je vais la tester. Puis souvent, moi, ce que je fais, je vais dans les systèmes, puis je les mets pas en mots-clés. Je les mets au titre. Fait que là, rapidement, je peux regarder rapidement les titres, voir s'il y a des choses qui sortent que je me dis, je n'ai pas pensé à ça, puis ça n'a pas rapport, fait que je ne vais pas le chercher tronqué. OK? Donc, voilà. Fait que ça, c'était pour l'exemple du plan de concept que vous allez développer. Là, ce que je vais vous montrer, c'est à partir du thésaurus de la base de données Eric, c'est de venir remplir la colonne qui est ici. OK?
Donc, pourquoi est-ce que je vous montre Eric? Premièrement, parce que ça dure quand même juste 1h15, on ne peut pas tout vous les montrer. Une fois que vous comprenez bien le fonctionnement d'une base de données, ça peut quand même s'appliquer à plusieurs autres moteurs de recherche. Puis la dernière raison, c'est que Eric, c'est quand même une des bases de données principales spécialisée en éducation. Elle a un thésaurus spécialisé en éducation. C'est fait par le département américain en éducation. Donc, c'est quand même fait par des gens qui sont spécialisés dans le domaine. Puis la dernière chose, c'est que sur le marché du travail, si jamais vous êtes là ou si jamais, en date d'aujourd'hui, vous n'êtes pas membre de l'Université Laval, vous n'avez pas accès, Eric, vous pouvez la chercher en ligne. Pas avec des stratégies de recherche qui sont hyper complexes, mais vous avez quand même accès à la recherche de Eric, donc ça vaut la peine de se familiariser avec ce moteur de recherche-là. Donc, je vais vous montrer à remplir la colonne du thésaurus dans le plan de concept, mais il faut que je vous explique quand même avant, puis vous avez le temps de digérer tout ça durant que je vais vous expliquer les étapes par la suite. Le fait, c'est que quand on cherche dans des bases de données bibliographiques, ça vaut la peine de combiner deux types de recherche. Une recherche qui est en vocabulaire libre, c'est-à-dire nos propres mots, les mots qu'on trouve des auteurs, les premières colonnes, en fait, les colonnes de mots-clés, c'est ce qui correspond au vocabulaire libre. Et ensuite, de combiner aussi avec le vocabulaire contrôlé que la base de données utilise. Donc, ce sont les mots qui proviennent du thésaurus. Chaque base de données a leur propre thésaurus. Vous allez voir, il y a des petites différences entre ERIC, Education Source et d'autres bases de données. Pour vous illustrer ça, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est de chercher les deux. Donc, on est toujours dans un principe pour le moment de ce que je vous explique de préparation de la recherche. Je fais un document, je mets mes mots, je réfléchis à ce que je cherche, j'identifie les concepts, je mets les mots auxquels que je trouve, les traductions, les mots auxquels je pense, puis je vais aller compléter ça avec les mots des thésaurus des bases de données que je veux chercher. Donc, l'idée, c'est que le vocabulaire libre, dans une stratégie de recherche, on va combiner de chercher les mots dans le titre et dans le résumé spécifiquement. Et le vocabulaire contrôlé, on ne le cherchera qu'uniquement dans un champ, c'est le champ sujet. Dans ERIC, c'est le champ dans l'interface française qu'on appelle opérateur descriptif. OK? Je vous le dis, je vais vous le montrer dans quelques instants. Ah oui, donc là, attendez-moi un instant. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là? Oh oui, oui. Où est-ce qu'il est mon... Ah, ici. Non, il est là, mais il ne veut pas le montrer. Pardon, j'ai l'air vraiment perdu là. Pas de mal de cœur, personne. Je voulais juste retrouver... Bon, je vais vous montrer comment avoir accès à ERIC. Parce que là, on va basculer dans ERIC. Je vais vous montrer comment trouver les mots de vocabulaire du thésaurus. Pour pouvoir accéder à ERIC, vous allez aller dans Explorer par discipline, toujours à partir du site web de la bibliothèque. Explorer par discipline, éducation. Le portail en éducation est vraiment une mine d'informations. Je vous encourage fortement à aller voir sur les programmes, sur les dictionnaires, les encyclopédies. Sur le portail en éducation, vous avez même des sous-disciplines que vous pourrez aller consulter. Donc, chaque sous-discipline a son propre portail avec des suggestions de littérature, de bases de données Alouette. Vous avez nos coordonnées aussi à moi et à Marie-Denise qui sont là tout de suite à droite. Donc, pas besoin de les de les enregistrer ou de les mettre à quelque part. Vous pourrez toujours les retrouver sur le portail en éducation. Dans les ressources à consulter, c'est la première ressource qu'on vous propose, ERIC EBSCO. Donc, je vais vous montrer, je vais utiliser ce lien-là pour avoir accès à ERIC. Quelle est la différence entre ERIC et quelle est la différence entre EBSCO? EBSCO, c'est la plateforme. Nous, à la Bibliothèque de l'Université Laval, on a accès à ERIC de 4 façons. Plateforme EBSCO, plateforme Ovid, plateforme ProQuest, et il y a toujours la version gratuite qui est en ligne directement sur le site du gouvernement américain. Donc, ça, c'est quatre plateformes qui permettent de chercher toujours, parce que la base de données, elle s'appelle ERIC. La base de données, elle contient quoi? Elle contient toutes les fiches de tous les articles qui sont indexés, qui constituent la base de données ERIC. D'accord? Donc, peu importe la plateforme, vous cherchez toujours le même contenu. On s'entend? Par contre, la plateforme, les couleurs, la façon de naviguer, les trucs, les fonctionnalités un peu automatisées vont changer d'une base de données à l'autre. Je vais laisser Marie-Denise compléter. Je pense que tu voulais dire quelque chose. ERIC est sur la plateforme Ovid aussi. Oui. J'ai-tu dit Ovid? Non, tu as dit ProQuest. On ne l'a pas sur ProQuest, nous. Mais bien sûr qu'on l'a sur ProQuest. Non? Ah oui? Ben, ça veut dire... Ben, Parce que OK. oui. Ben, je vais le vérifier.
Ben oui. Mais Voyez, sur la même les plateforme, bibliothécaires ne savent pas tout. Mais je pense que oui. Je pense que oui, puis c'est comme celle qu'on présente le moins, là. Mais tu sais, quelqu'un d'autre pourrait se retrouver dans une autre université, puis vous pourriez avoir accès uniquement à ProQuest pour chercher Eric. Tu sais, c'est juste une réalité, là. Peu importe qu'on l'aille ou qu'on l'aille pas. Nous, c'est sûr qu'on vous encourage beaucoup à être formés sur EBSCO, parce qu'EBSCO vous donne accès à d'autres bases de données aussi. Fait que ça vous permet de vous familiariser avec un environnement. Mais tu sais, vous feriez votre postdoc ailleurs, vous travailleriez ailleurs, tu sais, ça pourrait être une autre plateforme. T'avais-tu d'autres choses, Marie-Denise, à compléter? non. Non, merci. Donc, on va aller chercher les mots du thésaurus. Dans le thésaurus d'Éric, qu'est-ce que lui utilise pour chacun de nos concepts? Première chose que vous devez réaliser, c'est que vous devez chercher absolument, absolument en anglais quand vous cherchez dans Eric. Parce que dans Eric, puis dans les autres bases de données bibliographiques, à part Kern, à part d'autres bases de données, si jamais vous voulez chercher spécifiquement en français, prenez rendez-vous ou posez-nous la question, puis on va vous répondre à part. Mais là, ce que vous devez savoir, c'est que dans Eric, c'est en anglais. Je cherche mon premier concept, Distance Education. C'est ce que j'avais trouvé comme traduction dans le RVM de toute façon. Je clique sur Parcourir. Vous voyez ici, j'ai toujours comme dans le RVM, parce que c'est un thésaurus aussi, on me propose Distance Education, on me propose d'autres trucs, mais Distance Education, il est déjà là. Je vais cliquer. Comme dans le RVM, je tombe sur une fiche conceptuelle avec des liens sémantiques avec d'autres expressions. Dans certains cas, ce qui est quand même intéressant, c'est que vous allez avoir une définition. Si vous en avez une, lisez-la, ça vaut la peine. C'est pas parce que Eric a décidé que lui utilise telle expression dans tel contexte que vous, ça correspond exactement. Donc, broader terms, les termes génériques. Narrow terms, les termes spécifiques. Les termes reliés, related terms, donc ni génériques ni spécifiques, sont ailleurs dans le thésaurus, mais ils ont définitivement un lien important avec le concept de base. Et vous avez les used for tout en bas. Les used for, c'est Eric qui dit dans la littérature, nous, on voit beaucoup distance learning, remote learning, puis pour nous, ça correspond à distance education et c'est distance education que nous, on préfère. Donc, qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est que vous prenez distance education, clic, vous le copiez et vous allez le mettre dans votre plan de concept dans la colonne sous thésaurus, Eric, vocabulaire contrôlé. Et de la même façon que dans le RVM, vous parcourez les termes et vous identifiez ceux qui correspondent à ce que vous voulez trouver. Mettons, virtual classroom, si moi je me dis ça m'intéresse, vraiment une classe virtuelle, ça correspond au type d'enseignement à distance qui, moi, m'intéresse. Vous pouvez cliquer sur le terme et là, vous tombez sur la fiche de virtual classroom. C'est la même chose. Une définition, parcourez les termes. C'est vraiment quelque chose que vous devriez utiliser pour boule de neige. D'accord? Je trouve un terme, je vais le copier dans mon plan de concept, c'est ça que je cherche, c'est ça qui m'intéresse. Mais là, je parcours les autres termes que le thésaurus me propose et je vais voir les fiches de chacun de ces termes-là. OK? Est-ce que vous devez avoir 50 termes ou seulement 2 termes pour chacun de vos concepts? Ça dépend vraiment. C'est vous qui choisissez. Vous êtes les experts du sujet. On est toujours là. Est-ce que vous êtes obligé d'inclure tous les termes plus spécifiques? Non, vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment vous qui devez porter un jugement. Et à la limite, des fois, même moi, je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils entendent par electronic learning? Je le lance dans la base de données et je vais voir c'est quoi les résultats qui ont ça comme sujet et je me fais une tête par rapport à ça. Donc, ça, c'est de cette façon-là que vous devriez venir remplir le plan de concept que je vais retrouver ici puis que je vais vous montrer. Donc, vous voyez ici, là, je retourne à mon plan de concept. Ça a été fait pour Eric, ça a été fait pour Education Source, puis ça a été fait pour PsycInfo. Donc, Distance Education, c'est un terme qu'on a trouvé dans les 3 bases de données dans leurs thésaurus respectifs. Regardez ici, Online Courses, on l'a trouvé dans le thésaurus d'Eric. Education Source, eux autres, ils n'utilisent pas cours en ligne, ils utilisent éducation en ligne. Encore une fois, pourquoi c'est comme ça? Eux autres, donc, il faut toujours vérifier chacun des thésaurus. Virtual Classrooms, c'est toujours, c'est un terme exactement le même que les 3 bases de données utilisent. D'accord? Vous devez faire la même chose pour chacun de vos concepts. Ici, Learning Motivation, c'est un sujet qu'on trouve uniquement dans Eric, pas dans les 2 autres bases de données. Puis regardez ici, le terme Secondary School Students, c'est pas un terme que PsycInfo utilise, par exemple. Eux autres, ils l'ont vraiment identifié. Eric utilise adolescents, Education Source utilise teenagers, puis PsycInfo, lui, il fait vraiment des groupes d'âge comme filtre. Fait que d'où l'idée que je l'ai inscrit de cette façon-là dans la stratégie de recherche.
Ce n'est pas un mot du thésaurus, mais c'est un filtre qui existe. D'accord? Donc, ça, c'était pour compléter votre plan de concept. Une fois que ça, c'est fait, vous venez construire votre stratégie de recherche dans ERIC. OK? Là, je vais construire votre stratégie de recherche dans le moteur de recherche que vous voulez chercher. Donc là, je vais vous faire une démonstration sur ERIC. Et là, je reviens à ce que je vous ai dit au départ. Vous devriez combiner. Pourquoi on a tout fait ça? C'est parce que vous combinez une recherche en mots-clés dans le champ titre et dans le champ résumé. Et vous faites une recherche avec les mots du sujet qui proviennent du thésaurus de la base de données. Comment est-ce que vous faites ça? Donc, le plan de concept, si jamais ça vous met en perspective, vous pouvez le faire tout au départ. Comme ma collègue France Bilodeau disait à une certaine époque, vous magasinez vos termes au départ. Donc, vous allez dans différents systèmes, vous trouvez des choses intéressantes, vous pouvez regarder les mots de l'auteur. Mais l'idée, c'est au départ, on développe un plan de concept qui est quand même soutenu. Et par la suite, une fois qu'on a fait le tour un peu, on se dit, OK, j'ai fait 3 bases de données, je suis pas mal sûre de mon affaire. Là, je vais vraiment construire une stratégie de recherche pour ERIC. Là, c'est là, à ce moment-là, que vous utilisez votre plan de concept pour le faire. Donc, qu'est-ce que vous faites au départ? Vous allez aller chercher les mots-clés que vous avez identifiés et que vous avez transformés avec les guillemets, avec la troncature, si nécessaire. Encore une fois, ce n'est pas une obligation. Là, j'ai que des termes à 2 mots. Si j'avais juste un mot qui représentait, par exemple, juste adolescent, ce n'est pas nécessairement obligatoire de le mettre entre guillemets, mais disons que je l'ai uniformisé tout au long. Je vais prendre chacune de ces expressions-là et je vais aller chercher dans le titre toutes ces expressions-là. Est-ce que je vais utiliser l'opérateur booléen OR ou je vais utiliser l'opérateur booléen AND? Y a-t-il quelqu'un qui veut se lancer? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les copier pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Attendez-moi un instant, je veux juste essayer. Je ne veux pas copier la cellule, je veux juste copier les termes. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans un document. Parce qu'encore une fois, j'ai besoin de... Ah, excusez-moi. Je cherche mon document, là. Stratégie de recherche, Canva à compléter. Où est-il, mon Canva à compléter? Il doit être ici derrière. Voilà. Pardon. Vous le voyez bien? Donc, l'idée, ça, c'est un Canva qui vous est proposé, encore une fois. Donc, l'idée, c'est que vous allez chercher votre premier concept, vous allez chercher dans le titre, dans le résumé, dans les thésaurus, avec les mots du thésaurus. Donc, dans ma colonne de mots-clés en anglais, pourquoi en anglais uniquement, puis pas la colonne en français? C'est parce que je cherche dans ERIC. Dans ERIC, je dois chercher en anglais. Ce que je fais, c'est que j'ai trouvé ces 3 expressions-là. Je mets OR en lettres majuscules et je viens ajouter les autres termes. Online learning, OR. Et là, je retourne dans mon plan de concept que j'ai rempli ici. J'avais online education, virtual classes. Donc, je prends tous ces termes-là. Je viens les ajouter dans... Ouais, OK, ça devrait fonctionner, ça. Ouais, parfois, Word nous joue des tours, hein? Donc, OR, entre les termes. Pourquoi? Parce que je suis dans le même concept. Que ça parle d'éducation à distance ou que ça parle de cours en ligne, ça m'intéresse, c'est un ou l'autre, là. C'est pas un et l'autre, c'est un ou l'autre. Donc, OR, le dernier, toujours pour vous montrer comment est-ce que vous faites ça à partir de votre plan de concept. Virtual class. Et pourquoi je l'ai mis tronqué pour aller chercher classroom au singulier, classrooms au pluriel, classes, OK? Donc, tronqué, c'est le choix que j'ai fait. Donc, ce que je fais, les mêmes termes, je vais aussi les chercher dans le résumé. Donc, je fais tout simplement la copier. Et dans les mots du thésaurus, je vais vous montrer comment faire ça. Donc, ce que je fais, c'est que je vais vous montrer comment, dans ERIC, aller chercher une nouvelle recherche au départ. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer tous les mots qui correspondent à mon premier concept, en anglais, mes mots-clés, puis je vais aller chercher le champ titre. Clic. Je clique sur « Rechercher ». J'ai 11 000 résultats. C'est beaucoup, mais n'oubliez pas, tout à l'heure, on va croiser avec d'autres concepts. Ensuite, je cherche exactement les mêmes termes, uniquement dans le résumé. Clic « Rechercher ». J'ai 27 000 résultats. C'est beaucoup, mais ça va bien aller. Au contraire, si jamais vous avez 2, 3, 4 concepts, puis vous cherchez vos mots-clés, puis vous avez, mettons, 100 articles,
n'oubliez pas que vous cherchez à la base des millions d'articles dans Eric. Moi, tout de suite, là, au niveau du nombre de résultats, je vais me dire, OK, il n'y a déjà pas grand-chose d'écrit là-dessus. Peut-être que j'ai peut-être pas trouvé tous les mots de vocabulaire. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas un enjeu. Une fois que je l'ai cherché dans le résumé, ce que je vais faire, c'est que je vais venir combler avec les mots du thésaurus. Donc, je vais dans thésaurus. Je refais ma recherche Distance Education. C'est ce que j'avais identifié de toute façon dans mon plan de concept. Je cherche, donc dans thésaurus, je cherche l'expression qui m'intéresse. Je clique sur parcourir. Je sélectionne le bon terme. Je l'ajoute dans la case de recherche. Vous voyez ici, c'est marqué DE. DE, ça veut dire qu'il ne veut pas le chercher partout, là. Pas dans le titre, pas dans le résumé. Il va le chercher uniquement dans le champ sujet, ce que lui appelle descriptors en anglais. Je clique sur rechercher. J'ai 23 000 résultats. Ensuite, je retourne dans Thésaurus. Je recherche ma deuxième expression. Il y avait online. Y a-t-il quelqu'un qui s'en souvient? C'était online learning que j'avais identifié. Excusez-moi. Online courses. C'est super, je l'ai noté dans mon plan de concept. Je ne peux pas être perdu. Online courses, parcourir, je le sélectionne, je l'ajoute, je le recherche. Et je vais aller chercher mon dernier terme du thésaurus que j'avais trouvé toujours pour mon premier concept. Thésaurus, je vais aller chercher virtual classrooms. Et voilà. Parcourir, sélectionner, ajouter, rechercher. Et là, mon premier concept, il est défini. Comment est-ce que ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans l'historique de recherche. Vous voyez, mes lignes ici, les 5 lignes correspondent à mon premier concept. Dans le champ titre, dans le champ résumé et les 3 expressions du thésaurus. Ce que je fais, c'est que je sélectionne toutes les lignes qui correspondent à mon premier concept. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que je recherche avec AND ou je recherche avec OR? Je suis toujours dans le même concept, que ce soit le sujet classroom virtuel, online courses ou que ce soit online learning dans le titre ou dans le résumé, ça m'intéresse. C'est la même affaire pour moi. Pas la même affaire, mais je veux que ça soit un ou. Donc, toutes les lignes qui correspondent à mon même concept, je viens les lier avec OR. Clic. Si jamais vous posez la question, pourquoi Eve, tant qu'à ça, je ne pourrais pas juste comme combiner tout ça avec comme dans les différentes... Vous pourriez, là. Mais le fait de chercher dans les titres, dans les abstracts, souvent, moi, je trouve que ça vous permet d'analyser le nombre de résultats que vous avez. Regardez ici, les classes virtuelles, j'ai 3 000, j'ai beaucoup moins de résultats que 20 000 avec les cours en ligne. Donc, ça vous permet tout de suite d'identifier qu'est-ce qui est plus précis, qu'est-ce qui est moins précis, qu'est-ce qui a plus de documentation ou pas. Marie-Denis, je pense que tu voulais rajouter quelque chose. Oui. J'ai oublié d'enlever ça. Oui, c'est ça. C'est ça que j'allais te dire. Fait que peux-tu cliquer sur modifier? Je vais juste, pendant que Eve est en train de le faire, là, cliquer sur modifier. C'est que quand vous relancez une recherche, il faut s'assurer toujours d'avoir vidé les cases parce que justement, cette plateforme-là a tendance à garder notre recherche précédente. Donc, ça n'a rien changé au niveau des résultats, là, mais c'est plus, à la lecture, c'est beaucoup plus digestible là, en vidant chacune de nos boîtes avant d'interroger la base de données. Exact. Puis là, après ça, là, il est quelle heure? Il est 13h03. En fait, je ne sais pas si j'ai le temps je ne veux pas vous retenir trop. Disons qu'on va essayer, les 15 prochaines minutes, on a le temps au moins de développer un deuxième concept pour refaire les étapes avec vous. Je vais y aller un petit peu plus rondement, par contre, là. Je vais vous montrer que mon deuxième concept ici, tous les termes dans le mot-clé en anglais, je viens les lier avec OR. D'accord? Je vais les chercher uniquement dans le titre, ensuite uniquement dans le résumé. Puis ce que je fais dans Eric, je vais chercher mes 3 termes du thésaurus qui correspondent à ce qui m'intéresse. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais lancer la stratégie de recherche. Puis là, puisque je l'ai déjà fait dans un Canva à côté que je vais vous montrer, je vais simplement copier le Canva. Attendez-moi un instant, pourquoi est-ce que... Je me cherche, les amis, ça ne sera pas long. Voilà. Stratégie de recherche. Donc, dans un document à part, vous voyez ici, qu'est-ce qui a été noté? Stratégie de recherche à partir de la base de données Eric. Quelle date ça a été cherché?
Ça, c'est le genre de choses que, si jamais vous dites c'est juste une stratégie de recherche, mais la plupart du temps, quand vous vous organisez comme ça, c'est souvent pour un travail important, c'est pour le travail, c'est pour quelque chose de plus substantiel, ben à ce moment-là, je vous encourage fortement toujours de noter la date. Parce que si jamais vous voulez mettre ça à jour, hey, oui, j'ai déjà fait ça, moi, vous retrouvez toutes vos stratégies de recherche, c'est cool, mais ça peut peut-être être intéressant de se dire, bon, je vais limiter ça aux 6 derniers mois ou la dernière année comme ça, parce que la dernière fois, on avait déjà fait le tour de la littérature jusqu'à telle date. Donc, ici, là, c'est exact. J'ai copié exactement l'historique de recherche de ce qu'on vient de faire. Là. Le nombre de résultats n'est pas le même, évidemment, parce que ça, c'est les résultats du 8 avril dernier. Donc, vous comprendrez que, comme je vous expliquais tout à l'heure, ce sont les expressions qu'on a trouvées en mots-clés, on les a cherchées en titre, en résumé. On est allé chercher les mots du thésaurus. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais tout simplement les copier. CTRL-C, puis je vais les lancer dans Eric. Comme ça va aller un Ève, peu. Oui. il y a dans ton il y en a un, c'est pas écrit or, c'est écrit NO Oui. à la place de or. Oui. Un petit peu dans ton Oui. Donc, ce que j'ai fait, là, juste pour vous montrer, parce qu'encore une fois, c'est vraiment la base, là. Le NO, c'est un petit peu plus avancé. C'est un opérateur de proximité. Donc, ça permet de dire au système, je veux ces deux mots-là, un à côté de l'autre, dans l'ordre ou pas dans l'ordre. Puis, si tu veux, je peux accorder de mettre 0, 1, 2, 3, 4, 5 mots entre ces deux mots-là. Ça permet de dire, au lieu de, bon, les guillemets sont très restrictifs. Ça cherche vraiment une expression telle quelle, tandis que l'opérateur de proximité, moi, je vous dirais, ce n'est pas quelque chose que j'allais aborder avec vous aujourd'hui parce que je trouve que c'est comme un deuxième niveau. Je le mets dans l'exemple quand même si jamais vous voulez le tester par vous-même, mais n'hésitez pas à revenir vers moi ou Marie-Denise par la suite si jamais c'est quelque chose, vous voulez qu'on prenne 10 minutes juste pour le tester ensemble et qu'on vous montre comment ça marche comme il faut. Là, pour aller plus rondement, j'avais copié la phrase et ce que je vais faire, c'est que je vais la chercher uniquement dans le résumé. J'avais déjà cherché dans le titre. Je vous fais remarquer que quand on va dans l'historique de recherche, le AB, c'est le code de l'index, tout simplement. C'est ça qui est copié dans mon tableau stratégie de recherche. Puis par la suite, on avait aussi des termes spécifiques du thésaurus, Academic Achievement. Je vais juste en chercher un, OK? Pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est que je suis dans mon deuxième concept, je vais dans mon thésaurus, je cherche le terme que j'avais trouvé qui correspondait dans le thésaurus. Je vais cliquer sur Academic Achievement, je l'ajoute et je le recherche. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais combiner, et c'est ça que j'oublie toujours, il faut que j'efface mon formulaire de recherche tout en haut pour pouvoir faire des combinaisons dans l'historique de recherche sans rester accroché avec ce qui avait été fait en haut. Et si jamais ça, en tout cas, moi, ça fait des années que je travaille avec EBSCO et j'ai encore de la difficulté avec ça. Donc, le mot du thésaurus, les mots-clés dans le résumé et les mots-clés dans le titre, je viens les combiner avec OR. Et normalement, je ferai toutes ces mêmes étapes-là aussi pour le troisième concept. Pour ne pas aller trop loin, pour pas que ça prenne trop de temps, je vais juste vous le montrer avec deux concepts. Donc là, j'ai mon concept d'enseignement à distance et j'ai mon concept de réussite scolaire. Puis ce que je fais, c'est que je prends les lignes, je vais effacer toujours mon formulaire en haut et là, je viens croiser. Je veux vraiment que le système me donne la documentation qui parle de succès académique, succès scolaire, excusez, puis de enseignement à distance. Donc, je prends ma ligne du premier concept et je prends ma ligne du deuxième concept. Si j'en avais un troisième, je sélectionnerais cette troisième ligne-là aussi. Et je viens combiner avec AND ou avec OR. Je vous laisse une seconde pour y penser. Je suis entre les concepts. Je veux qu'Éric me donne ce qui est croisé, ce qui parle des deux concepts. Pas juste un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Donc, je viens combiner avec AND. Et je vais avoir un nombre de résultats qui est quand même assez substantiel, mais si jamais ça peut vous encourager pour l'exemple que vous avez, avec le troisième concept ici, vous en aviez 330 en avril dernier. Puis, Eric vous permet aussi à partir des résultats, donc si je clique sur afficher les résultats, vous avez des filtres qui sont particuliers à Eric. Puis regardez, un des filtres qui peut être intéressant, c'est le fait de limiter à de la documentation qui est relue par un comité de lecture. Donc ici, le fait de sélectionner ce filtre-là, ça vous permet
d'avoir vraiment moins de résultats. Souvent, vous en éliminez à peu près le tiers. Ça dépend toujours des stratégies de recherche. Et par la suite, vous pourriez regarder aussi seulement, par exemple, les 10 dernières années, là, 2013 à 2023. Puis là, à ce moment-là, vous avez des résultats, vous avez un nombre de résultats qui est moindre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la stratégie de recherche dans ERIC ou dans une base de données? Je recommence. Réfléchissez-y, vous pouvez m'interrompre, il n'y a aucun problème. Vous avez déjà fait un plan de concept. Au départ, vous avez déjà cherché dans le thésaurus d'ERIC et des autres bases de données pour voir quels sont les termes qui correspondent dans leur base de données à eux autres. Une fois que vous êtes rendu, vous avez votre plan de concept de compléter. Vous faites votre stratégie de recherche dans ERIC. Tous les mots-clés en anglais, vous devriez les lier avec OR. Vous les cherchez une première fois dans le champ titre. Les mêmes mots-clés, vous les cherchez dans le champ résumé. Ensuite, vous allez chercher les mots du thésaurus qui correspondent à votre concept. Vous liez toutes ces lignes-là, titre, abstract et les mots du thésaurus pour votre premier concept. Vous faites la même chose pour le deuxième, pour le troisième. Et après, vous combinez avec le AND, donc le croisement, chaque ligne qui correspond à votre concept. Puis à l'intérieur des résultats, vous pouvez limiter par relu, par un comité de lecture, vous pouvez limiter par la date de publication. Vous pouvez limiter par d'autres façons aussi. Si jamais vous avez beaucoup de résultats, regardez ici, vous pouvez limiter à des rapports, des livres, des ressources. Ressources électroniques, ce n'est pas nécessairement un filtre intéressant. Parfois, moi, je vais aller voir parmi les sujets de mes résultats, est-ce qu'il y en a comme que je n'ai pas vu? Est-ce qu'il y en a qui pourraient être intéressants? C'est comme là, j'ai des milliers de résultats, puis il y a un des sujets, c'est Foreign Countries. Vous savez comment je vous ai dit que ERIC, c'est un produit qui est américain. Pour lui, les Foreign Countries, c'est les pays en dehors des États-Unis. Ça peut être un filtre qui peut vous intéresser. OK, là, j'ai énormément de documentation. Je vais voir qu'est-ce que je peux trouver en limitant avec ce sujet-là. Mais ça, c'est vraiment au fur et à mesure. Je vous conseille fortement, comme dans Sophia, comme dans n'importe quel moteur de recherche, une fois que vous êtes rendu là, vous y avez passé du temps. Hein? Vous y avez réfléchi, vous y avez passé du temps. Puis, le temps de passer à travers les résultats puis de mettre de côté dans Zotero, dans une note, ce qui vous intéresse. Ne fermez pas, ERIC, avant d'avoir sauvegardé votre stratégie de recherche. Elle peut se modifier par la suite, mais vous n'aurez pas à recommencer à zéro. Donc, l'idée, c'est de vous connecter. Je vous conseille que ça soit aussi dans Sophia, vous pouvez vous créer un compte. Vous pouvez enregistrer des résultats, vous pouvez enregistrer des historiques de recherche. Ça fait que une recherche documentaire, on ne fait pas ça en 1 heure la plupart du temps. On fait ça sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Donc, hey, là, j'ai la tête pleine, j'ai testé ça, j'en ai regardé la moitié. J'ai tout noté dans un document ce que j'ai cherché, combien j'en ai regardé, combien j'en ai sauvegardé. Puis la date, puis je vais mettre ça de côté, puis demain, je recommence, ou mettons vendredi, je recommence. Puis là, vendredi, je peux vous garantir qu'il y a d'autres choses qui vont s'être passées, puis vous allez vous dire « Oh, j'ai trouvé ça comment donc déjà? » Donc, l'idée de l'enregistrer, vous pouvez tout simplement, à partir d'ERIC, par la suite, vous reconnecter avec votre compte, vous allez chercher votre historique de recherche, clic, vous la relancez, bien, vous repartez avec vos 25 lignes. Là. Pour commencer par zéro, vous pouvez les modifier, vous pouvez repenser à partir de là, vous pouvez en éliminer et l'enregistrer au fur et à mesure. OK? Donc, ça fait partie de bien s'organiser aussi dans une recherche documentaire. Je vais revenir à mon PowerPoint. Et là, c'est presque terminé. Vous êtes vraiment bon. Je vous remercie de votre patience. Et si jamais vous dites, mon Dieu, que c'est costaud, c'est vrai que c'est costaud et c'est tout à fait normal. D'accord? N'oubliez pas que cette formation-là va être enregistrée. Mais une fois que vous avez passé à travers toutes ces étapes-là, c'est vraiment l'essentiel quand même. Ce que je vais faire, c'est que je veux vous parler d'un logiciel de gestion de références bibliographiques rapidement. Il me reste 2 minutes, je vais arrêter à écart. Donc, sinon, excusez, je vais basculer entre... attendez-moi un instant, là, je suis... OK, paramètres d'affichage, dupliquer. Bon, je vais juste dupliquer, comme ça va être plus facile. Donc, à quoi ça sert de fonctionner avec Zotero ou avec EndNote? Bon, premièrement, ça vous permet d'exporter les références en quelques clics parce qu'encore une fois, vous ne chercherez pas juste Sophia, pas juste ERIC, pas juste Google Scholar. Donc, l'idée est de se dire, moi, je construis des stratégies de recherche, je les relance, je m'organise. Puis, quand je fais juste regarder au fur et à mesure qu'est-ce qui est intéressant. Puis, je n'ai pas besoin de me dire, OK, cet auteur-là, je l'ai-tu vu? C'est-tu le même article que j'ai vu? Tout ça. L'idée, c'est que vous exportez dans un logiciel de gestion de référence et par la suite, à l'intérieur de Zotero, par exemple, vous pouvez identifier les doublons, les éliminer en quelques clics.
Donc, ça vous permet de vous organiser au lieu d'être obligé de regarder toujours une liste à part et se dire, OK, j'ai-tu déjà repéré ça ou pas? Ensuite, ça vous permet à la rédaction de générer des bibliographies automatiquement. Zotero, soit dit en passant, c'est gratuit. Donc, peu importe le rapport ou les exigences d'un article ou de chez qui l'éditeur voulait publier, vous pouvez changer une bibliographie en APA en style Vancouver comme ça dans un logiciel de gestion de référence. Ça aussi, ça peut vraiment vous sauver du temps. Vous pouvez vous organiser à l'intérieur de votre logiciel de gestion de référence parce que là, on a passé 1 heure et quart sur la recherche documentaire, mais ce n'est pas juste ça le travail qu'il y a à faire quand on fait une recherche documentaire. Il faut par la suite lire la documentation, l'analyser, rédiger. Donc, le logiciel de gestion de référence vous permet de vous organiser, de faire des sous-dossiers, par exemple. OK, ça, c'est tel aspect. Cet article-là, il faut absolument que j'en parle, par exemple, dans l'introduction, dans la discussion, dans la métho, ou ça peut être carrément des sous-sujets. Donc, vous organisez, surligner les PDF, faire des annotations. Les logiciels de gestion de référence vous permettent de faire ça aussi. Donc, l'idée d'utiliser un logiciel de gestion de référence, ça permet de mieux s'organiser puis de sauver du temps. Je ne vous le cacherai pas qu'il faut quand même se familiariser avec ces logiciels-là. Ça prend un certain temps. Profitez-en. Dans le cadre du CRIRES, il y a une formation sur Zotero dans quelques semaines qui est gratuite, qui est offerte par une technicienne. Puis elle fait vraiment le tour des fonctionnalités de Zotero. Je vous encourage fortement à assister à cette présentation-là. Donc ça, c'est une copie d'une bibliothèque EndNote, mais ça revient un peu au même. Vous importez des références. Vous pouvez venir rattacher un PDF si vous voulez, puis vous pouvez créer des sous-dossiers. Puis à l'intérieur de de Word, vous pouvez venir télécharger une extension Zotero ou EndNote qui vous permet d'insérer des références de façon automatisée et de générer des bibliographies automatiquement. Je vous redonne nos coordonnées à Ève. Oui, je parlais de moi à la troisième personne, à Marie-Denise et à moi-même. Je vous invite par la suite peut-être à revoir la présentation qu'on a faite ensemble. Attendez-moi un instant, je vais arrêter mon partage. À la revoir à tête reposée. Moi, ce que je dis aux étudiants souvent, c'est écoute-la par coup de 15 minutes, puis fais, mettons, une partie dans le thésaurus, une partie du plan de concept, une partie, c'est beaucoup plus digeste par la suite. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis toute oui. Sinon, c'est pas mal ça que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Ève. On va attendre de voir si on n'a pas des questions, mais entre-temps, en fait, vraiment super présentation, Ève, comme à l'habitude. Merci aussi à Marie-Denise pour ses interventions qui sont toujours très pertinentes puis très claires aussi. Comme Ève l'a spécifié, on a, dans le fond, on va avoir un midi métho qui va être sur la littérature grise le 4 octobre. Puis le 11 octobre, c'est la formation sur Zotero. Je vous ai laissé dans les commentaires le lien pour avoir accès à toute la programmation de l'automne 2023 pour les midi métaux du CRIRES. Puis aussi un petit peu plus haut, j'ai laissé aussi les liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux, autant Facebook, LinkedIn que l'infolette. Donc voilà. Puis encore une fois, merci pour votre présence. Puis merci à Ève pour la qualité là, de la présentation. Puis on a une main levée. Bonjour. Bonjour. Bon, je vais d'abord vous remercier pour cette présentation vraiment bénéfique. Je voulais juste savoir, est-ce qu'on aura un lien pour l'enregistrement de cette séance? Oui, exactement. En fait, c'est moi qui vais faire le montage. Comment que ça fonctionne, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un midi métho, par la suite, je fais le montage, puis dans un courriel, en fait, vous allez avoir toutes les informations, autant l'enregistrement que les outils qui ont été présentés aujourd'hui. Donc, à chaque midi métho, c'est le même fonctionnement. OK, parfait. Je vous remercie beaucoup. Et puis, on va se pratiquer. C'est bien. Vous allez voir qu'avec l'enregistrement puis les canevas, ça se fait quand même assez bien. Merci à vous. Merci.
suis en train de regarder les commentaires en même temps déjà. C'est bien sympathique, ceux qui aimeraient qu'on fasse les recherches pour vous. Si jamais, évidemment, pour les étudiants, c'est pas quelque chose, nous, on est vraiment là pour vous former. Les bibliothécaires à l'Université Laval vont offrir comme des recherches vraiment dans le cadre de synthèse, vraiment dans des cas vraiment spécifiques. On va faire des recherches pour les chercheurs, pour les centres de recherche. Et là, les chercheurs, je m'excuse, c'est pas les doctorants. Donc, vous êtes toujours au niveau il faut vraiment que vous puissiez développer les compétences informationnelles par vous-même. Mais ça me fait plaisir de vous accompagner là-dedans, là, quand même, là, mais malheureusement, au nombre d'étudiants qu'il y a sur le campus, puis surtout aussi pour une autonomie professionnelle plus tard, honnêtement, ça vaut vraiment la peine, là. Voilà. Oui, Marie-Denise a levé la main comme les scouts. Oui, ben c'est ça. Si des fois, vous avez fait l'exercice et tout, puis vous êtes insécure avec ce que vous avez fait, vous pouvez quand même nous envoyer votre stratégie de recherche, puis on peut la valider. Puis là, c'est ça, si vous avez fait des omissions ou si parfois votre sujet est un petit peu nébuleux, ben, on peut vous aider là, à vous éclaircir là-dedans. Mais ça, n'hésitez pas, ça, on peut vraiment faire des corrections de stratégie de recherche, là. Oui, ça c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou questions? On a beaucoup de commentaires positifs. C'est gentil. Je vois pas de questions, là, donc je pense que ça fait le tour. Parfait. Donc, on vous souhaite une bonne session, des bonnes recherches documentaires. C'est toujours très, très excitant, les recherches documentaires. Nous autres, on aime bien ça de notre côté. Puis, gênez-vous pas de communiquer avec moi ou Marie-Denise. Au revoir. Merci. Merci Merci, au encore. revoir. Bye bye.